d'aiguilles argentées trouèrent le toit de la forêt en éclairant intensément les points où elle tombait. Il se trouvait juste sous une éclaircie dans les nuages. P-R-I-S, pris, D-A-N-S, dans L-E-S, les, pris dans les, R-E-F-L-E-T-S, pris dans les reflets. Pris dans les reflets. Reflet, reflet. Pris dans les reflets, D-E-S, R-A-Y-O-N-S, rayon, rayon, rayon. Pris dans les reflets des rayons, D-U, du, S-O-L-E-I-L, du soleil. Il se trouvait juste sous une éclaircie dans les nuages, pris dans les reflets des rayons du soleil. Pris dans les reflets du rayon du soleil. Q-U-I, qui fra F-R-A-P. C'est alors qu'il la vit. Alerté par un bruit d'eau tombant à l'improviste, il se retourna et put la voir qui se déplaçait vers le sud à une 50aine de mètres. Elle se déplaçait avec lenteur, la gueule ouverte et la queue fouettant ses flancs. Il calcula qu'elle mesurait bien 2 mètres de la tête à la queue et que dressée sur ses pattes de derrière, elle dépassait la taille d'un chien de berger. L'animal disparut derrière un arbuste et réapparut presque immédiatement. Mais cette fois, il se dirigeait vers le nord. Je connais le truc. Si tu veux qu'on règle ça ici, d'accord, je reste. Mais dans le nuage de vapeur, toi non plus, tu n'y verras rien. Et il se mit en garde en s'adossant à un arbre. Soudain, des millions d'aiguilles argentées trouèrent le toit de la forêt en éclairant intensément les points où elle tombait. L'arrêt de la pluie provoqua immédiatement l'arrivée des moustiques. Ils attaquèrent en cherchant les lèvres, les paupières, le moindre coin de peau sensible. Minuscules, ils entraient dans les narines, les oreilles, se prenaient dans les cheveux. En hâte, il mit un cigare en sa bouche, le mâcha, en fit une bouillie et appliqua cette pâte pleine de salive sur son visage et ses bras.
Par chance, l'éclaircie dura peu. Et la pluie reprit, plus intense. Avec elle revint le calme. Et l'on n'entendit plus que le bruit de l'eau pénétrant dans le feuillage. La femelle se montra à plusieurs reprises. Se déplaçant toujours sur une trajectoire nord-sud. Il continuait à l'étudier. Il suivait les mouvements de l'animal pour découvrir le point dans les fourrés où il faisait demi-tour vers le nord pour le provoquer de nouveau. Je suis là, c'est moi, Antonio José Bolivar Progno, et de la patience, j'en ai à revendre. Tu es un animal étonnant, hein. Ah, ça ne fait aucun doute. Je me demande si ta conduite est intelligente ou désespérée. Pourquoi tu ne fais pas semblant de m'attaquer? Pourquoi tu ne me tournes pas autour? Pourquoi tu ne pars pas vers l'Orient pour m'entraîner à ta suite? Tu vas du nord au sud. Tu tournes à l'ouest. Et tu refais le même trajet dans l'autre sens? Tu me prends pour un con. Tu me coupes le chemin du fleuve? C'est ça ton plan? Tu veux me voir fuir à l'intérieur de la forêt et m'y poursuivre? Mais je ne suis pas si con, mon ami. Et toi? T'es pas aussi intelligente que je le croyais. Il la regardait se déplacer et fut plusieurs fois sur le point de tirer. Mais il ne le fit pas. Il savait que son tir devait être sûr et définitif. S'il la blessait seulement, la femelle ne lui laisserait pas le temps de recharger son arme. Les heures passèrent.
Et quand la lumière diminua, il sut que le jeu de l'animal ne consistait pas à le pousser vers l'Orient. Elle le voulait ici, en cet endroit. Et elle attendait l'obscurité pour l'attaquer. Il calcula qu'il disposait encore d'1 heure de lumière et il devait profiter de ce délai pour atteindre la berge de la rivière et y chercher un lieu sûr. Il attendit le moment où, parvenu à l'extrémité sud de son parcours, la femelle effectuait sa volte-face pour se lancer en courant en direction de la rivière. Il arriva sur un terrain anciennement défriché qui lui permit de prendre de la vitesse et le traversa, fusil serré sur la poitrine. Avec un peu de chance, il pouvait atteindre la rivière avant que la femelle ne découvre sa tentative d'évasion. Il savait qu'il n'était pas loin d'un camp de chercheurs d'or abandonné où il pourrait se réfugier. Il se réjouit en entendant la rivière en crue. Elle était tout près. Il ne lui restait qu'à descendre une pente d'une quinzaine de mètres, couverte de fougères, pour atteindre la berge quand l'animal attaqua. La femelle, lorsqu'elle avait découvert sa fuite, avait dû se mouvoir tellement vite et tellement silencieusement qu'elle avait réussi à courir parallèlement à lui jusqu'à se retrouver à sa hauteur sans qu'il s'en aperçoive. Il reçut le choc des pattes de devant et roula le long de la pente en tournoyant sur lui-même. Nauséeux, il se releva en brandissant sa machette à 2 mains et attendit le combat final. Pourquoi tu n'attaques pas, hein? C'est quoi ce jeu? La bête ne le quittait pas des yeux. Il la devinait au-dessus de lui, cachée. Il marcha sans précaution jusqu'au rivage tant désiré. Quand il parvint au poste abandonné des chercheurs d'or, la nuit était presque tombée. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui et fut content de trouver une pirogue délabrée, retournée sur la plage. Il se glissa sous le ventre de celle-ci. Il soupira d'aise en s'allongeant sur le dos, en sécurité. La pirogue mesurait environ 9 mètres de long et montrait des déchirures dues aux pierres acérées des rapides. Ainsi installé, il ne tarda pas à s'endormir. Il fit un rêve étrange. En face de lui, quelque chose se mouvait dans l'air, dans la végétation, à la surface des eaux tranquilles, au fond même du fleuve.
Une chose qui semblait avoir toutes les formes et se nourrir en même temps d'elle. Elle n'avait aucune forme définie, précise, mais toujours, quelles que soient les apparences qu'elle prenait, demeuraient les yeux jaunes et brillants. Elle se déplaçait dans toutes les directions. Elle s'éloignait, puis réapparaissait dans un nuage noir qui descendait avec violence, et une pluie d'yeux jaunes tombait sur la forêt, s'accrochant aux branches éoliennes, illuminant la jungle d'un jaune incandescent qui le ramenait de nouveau dans la frénésie de la peur et de la fièvre. Il voulait crier, mais les rongeurs de la panique lui déchiquetaient la langue à coups de dents. Il voulait retourner à sa cabane et abandonner ses terres de cruauté, mais les yeux jaunes étaient partout et lui coupaient la route. Oui, partout à la fois. Et en ce moment même, il sentait qu'ils étaient juste au-dessus de la pirogue. Celle-ci bougeait, oscillait, sous le poids de ce corps qui marchait sur l'épiderme de bois. Il retint sa respiration pour comprendre ce qui se passait. Non, il n'était plus dans le monde des rêves. La femelle se trouvait effectivement au-dessus de lui. Elle allait et venait, et comme le bois était très lisse, poli par le frottement incessant de l'eau, l'animal s'accrochait avec ses griffes pour passer de la poupe à la proue. Et l'on entendait, tout proche, son halètement inquiet. Le bruit de la rivière, de la pluie et des mouvements de l'animal était tout ce qui le reliait à l'univers. La femelle s'était montrée trop intelligente pour croire qu'il allait accepter le défi et sortir, l'affronter en pleine obscurité. La nouvelle attitude de la bête l'obligeait à réfléchir très vite. Mais quelle était cette nouvelle ruse? Peut-être les Indiens avaient-ils raison quand ils parlaient de l'odorat des fauves. Quelques gouttes, puis un ruissellement pestilentiel se mêlèrent à l'eau qui entrait par les déchirures de la coque. Il comprit que l'animal était devenu fou, il lui urinait dessus, il le marquait comme sa proie, il le considérait comme mort avant même de l'avoir affronté. À en juger par la lumière, il devait être près de midi quand il sentit que l'animal descendait. Il guetta les nouveaux mouvements jusqu'au moment où sur un flanc, un bruit l'avertit qu'elle creusait sous les pierres servant de support à l'embarcation. Puisqu'il ne répondait pas à son défi, la femelle avait décidé de le forcer dans son réduit. En rampant sur le dos, il recula jusqu'à l'extrémité de la pirogue, juste à temps pour éviter les griffes qui venaient d'apparaître et lancer des coups à l'aveuglette. Il releva la tête, appuya la crosse du fusil contre sa poitrine et tira. Il put voir jaillir du sang de la patte de l'animal, tandis qu'une intense douleur au pied droit lui apprenait qu'il avait mal calculé l'écartement de ses jambes. Ils étaient à égalité. Plusieurs chevrotines l'avaient atteint au pied. Tous les deux blessés. Il l'entendit s'éloigner et, s'aidant un peu de la machette, souleva un peu la pirogue. Juste assez pour la voir à quelques 100 mètres qui léchait sa patte blessée. Alors il rechargea son arme et d'un coup renversa la pirogue. Quand il se redressa, la blessure lui causa une douleur atroce et l'animal, surpris, s'allongea sur les rochers en calculant son assaut.
Me voici! Finissons ce maudit jeu une bonne fois pour toutes! Il s'entendit crier d'une voix qu'il ne connaissait pas. Puis il vit la femelle courir sur la plage comme une flèche mouchetée, malgré sa patte blessée. Il s'agenouilla et l'animal, arrivé à 5 mètres de lui, fit un bond prodigieux. Griffes et crocs sortis. Une force inconnue l'obligea à attendre que la femelle ait atteint l'apogée de son vol. Alors il appuya sur la détente. L'animal s'arrêta en l'air, son corps se tordit et tomba lourdement. Antonio José Bolivar Proaño se releva lentement et s'approcha du corps de l'animal mort. Et fut ému de voir que le coup l'avait déchiqueté. Sa poitrine n'était qu'une immense plaie. Elle était plus grande encore qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, une beauté, un chef-d'œuvre de grâce, impossible à reproduire, même en imagination. Il la caressa, oubliant la douleur de son pied blessé. Il pleura de honte, se sentant indigne, avili, et en aucun cas vainqueur de cette bataille. Les yeux brouillés de larmes et de pluie, il poussa le corps de l'animal jusqu'au bord de la rivière. Et les eaux l'emportèrent dans les profondeurs de la forêt, vers les territoires jamais profanés par l'homme blanc, vers le confluent de l'Amazone, vers des rapides où des poignards de pierre se chargeaient de le lacérer, à tout jamais hors d'atteinte des misérables nuisibles. Puis il jeta rageusement le fusil et le regarda s'enfoncer, sans gloire. Bête de métal honnie de toutes les créatures.